Mercredi 7 mai 2014, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être sur la télévision Labari pour suivre cette édition. Mais d'abord, les titres. Affrontement hier à Chetmari entre les forces de défense et de sécurité du Niger et des éléments présumés de Boko Haram. Bilan au moins 2 blessés et une dizaine d'arrestations parmi les assaillants. Près de 3 semaines, la crise persiste à l'Assemblée nationale, toujours sur le statu quo. La majorité et l'opposition parlementaire s'accusent mutuellement sur le blocage des travaux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Violents affrontements hier mardi dans la commune de Chetmari, région de Difa, entre les éléments de forces de défense et de sécurité du Niger et des hommes armés qui seraient de Boko Haram. Une première attaque sur le territoire nigérien depuis le début des attaques dans le nord du Nigeria. Le maire de la commune de Chetmari, théâtre de ces affrontements que nous avons joints au téléphone, explique. Jibrila Malam Kala. Le tout a commencé vers 7 h du matin. J'ai eu un coup de fil et on m'a téléphoné. Il y a un responsable d'un santé, quoi. Il m'a téléphoné, il m'a dit qu'il a été attaqué par des gens armés, un individu, quoi. Pour bon, nous, on a formé les forces de défense et de sécurité. Ils se sont rendus là-bas et ça a commencé comme ça. Et parce qu'ils ont dit qu'il y a une personne blessée, mais quand ils sont partis, il n'est pas blessé, mais ils lui ont arraché son argent, quoi. En 11 milliards, ils lui ont pris. Ça va durer combien de temps? L'armée est venue, les polices sont venus, et la gendarmerie, tout le monde est venu. Ça a pris à peu près, dans la demi-journée, finalement, ils suivent vers le Nigeria. Quand ils ont cherché des renforts, quand l'armée est venue, maintenant ils ont suivi vers le Nigeria. Mais du côté Niger, aucun blessé, même pas blessé, à plus forte mort, même pas blessé. Et de l'autre côté, je crois, il y a 2 morts. C'est dans quel village précisément? Ça va commencer par Gremangaberi, après ça s'est étendu à Devon Chikou. Jusqu'à Zerwaram? Non, Zerwaram, c'était... Ils ont voulu aller se cacher là-bas parce qu'il y a un blessé, ils ont pris pour fuir. C'est pour la première fois que vous vivez cette situation? C'est pour la première. Avant, il y en a qui se volaient de se perdre. Quelles sont les dispositions que vous avez prises maintenant au vu de cette situation? On a des missions de dissuasion et on a les responsables militaires. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on appelle le préfet, il les informe, quoi. Comment est l'esprit de la population actuellement? Vous avez le problème de la population, c'est la non-collaboration. Ils ont tout dit qu'un tel a passé, il revient pour tuer les gens, quoi. Donc, ils vont faire rentrer la psychose de la peur, quoi. Actuellement, tout est calme. Pour le moment, tout est calme, mais tout à l'heure, quelqu'un m'a dit qu'ils sont en train de se regrouper. Nous, au Nigeria, pas chez nous. Maintenant, j'ai instruit un peu quelques éléments dans la population qui me téléphonent pour me dire qu'ils sont en train de se regrouper. Mais au Nigeria, maintenant, nous, on va prendre des dispositions pour qu'ils ne viennent pas chez nous, quoi. La sécurité est renforcée chez vous? Oui, la sécurité est renforcée au niveau de la commune. La patrouille, il y a au moins 4 véhicules. À l'Assemblée nationale, la plénière a repris ce mercredi, mais toujours sur le statu quo. Rien que des débats stériles à l'hémicycle, les députés de la majorité et ceux de l'opposition restent plus que jamais divisés sur le vote du deuxième vice-président de cette institution. L'Assemblée nationale reste sans bureau. Dans une déclaration rendue publique cet après-midi, le groupe parlementaire de la majorité élargi à des députés de l'opposition décide de saisir la Cour constitutionnelle relativement aux articles 89, 127 et 134 de la Constitution. Le groupe parlementaire de la majorité estime que le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, a violé ces articles. La déclaration est lue par Daouda Malam Marté du PNDS Tareya. La journée de lundi a été pour nous une journée très rude où, en matière d'invective à notre encontre, à l'encontre du président de la République et de la Cour constitutionnelle, le président de l'Assemblée nationale a rivalisé avec les députés les plus extrémistes de son camp. En fin d'après-midi, il dit lever la séance en campant sur sa position et celle de son camp de n'accepter au poste de deuxième vice-président que la candidature de celui-là même qui, une semaine auparavant, avait été récusé après 2 tours de scrutin, promettant de reprendre les travaux le lendemain mardi 6 mai à 10 h. Le mardi, il est resté en grève dans son bureau, indiquant aux responsables de nos groupes parlementaires qu'il n'envisage éventuellement de revenir dans l'hémicycle que pour continuer le vote du candidat récusé, mais au préalable, que les agents de sécurité remplacés l'avant-veille par les autorités compétentes soient ramenés. À l'évidence, le président de l'Assemblée nationale, M. Hama Amadou, n'a plus le comportement d'un chef d'institution, mais d'un chef de clan,
au surplus radical et belliqueux. Depuis qu'il a quitté la majorité et qu'il s'est allié à l'opposition, il entendait user de son poste de président de la deuxième institution de la République pour mettre en œuvre un agenda bâti sur le postulat que la crise, même artificiellement créée à l'Assemblée nationale, va finir par déboucher sur une grave prise politique et institutionnelle. C'est cet agenda qu'il déroule ainsi depuis 3 semaines. Ayant décidé de détrôner tout seul à la tête de l'institution, il attend bloquer celle-ci sur le seul point de l'ordre du jour, la réélection impossible d'un candidat récusé sans l'ouverture d'un nouveau scrutin conformément à l'esprit et à la lettre de l'arrêt précité, quitte à rester ainsi aussi longtemps que nécessaire. Dans un régime semi-présidentiel, un opposant ne saurait être le président de la deuxième institution de la République. Un député, de surcroît président de l'Assemblée nationale, au lieu de respecter et de faire respecter le règlement intérieur de l'institution, viole son serment tel que prescrit par l'article 89 de la Constitution et commet de fait un parjure. En plus, en refusant d'obtempérer à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, M. Hama Amadou a violé l'article 134 de la Constitution qui dispose que les arrêts de la Cour lient tous les pouvoirs publics et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles. Le président de l'Assemblée nationale, non content de n'avoir ni respecté, ni fait respecter l'arrêt de la Cour constitutionnelle, a martelé lors de la plénière du lundi 5 mai 2014 que celle-ci n'aurait jamais dû prendre la décision qu'elle a rendue. En cela, il a participé au dénigrement de la haute juridiction. Aussi, a-t-il une fois de plus méconnu l'article 134 de la Constitution qui dispose que tout jet de discrédit sur les arrêts de la Cour est sanctionné conformément aux lois en vigueur. Considérant que le président de l'Assemblée nationale ne saurait utiliser sa fonction à des fins étrangères à sa mission et aux buts pour lesquels ses attributions lui sont conférées, considérant la situation d'abus de pouvoir consistant pour le président de l'Assemblée nationale à utiliser sa fonction comme moyen de créer et d'entretenir un blocage persistant et délibéré de l'institution, considérant que l'objectif inavoué de toutes ces manœuvres du président de l'Assemblée nationale est d'arriver à un pourrissement de la situation sociopolitique propice, selon lui, à une déstabilisation généralisée des institutions de la République. Nous, députés auteurs de la présente déclaration, décidons de saisir la Cour constitutionnelle pour qu'elle constate que le député Hama Amadou a violé les articles 89, 127, 134 de la Constitution et qu'à ce titre, il ne saurait continuer à occuper impunément le fauteuil de président de l'Assemblée nationale. Répondant à la déclaration de député de la majorité, le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, s'est exprimé en ces termes. On l'écoute. À partir du moment où la majorité a fait une déclaration pour dire qu'ils vont saisir la Cour pour que la Cour me destitue, en dehors des dispositions constitutionnelles, j'attends que la Cour vous donne le droit de me destituer. Parce que je ne vois plus où nous allons. Si votre objectif c'est de demander à la Cour de me destituer, saisissez la Cour et je vais voir par quel biais de la Constitution la Cour va me destituer. Faites-le. Maintenant, je sais que par la Cour, on ne peut pas me destituer. Vous m'avez enlevé ma sécurité. Vous m'avez enlevé mon garde-corps. Donc je n'ai aucune défense. Prenez vos bazookas, vos fusils et venez me sortir de l'Assemblée, c'est tout. Ça, vous pouvez le faire puisque vous avez ça. Mais par le droit, vous ne pouvez pas me sortir d'ici. Vous vous adressez aux députés, monsieur le président. Je m'adresse aux députés qui ont fait une déclaration contre moi. Et cette déclaration contre moi me dit clairement que pour vous, je ne suis plus votre président. Et par conséquent, je vous dis, écrivez à la Cour pour qu'on vous donne le droit de me destituer sans respecter les procédures prévues par la Constitution. C'est tout. Et vous n'avez pas besoin de la Cour pour ça, vous avez tout ce qu'il faut.
Mais je ne vais pas démissionner. Ça, il faut que ça soit clair. Je n'ai pas l'habitude d'avoir peur. En tout état de cause, il vous reste une solution. Nous sommes au Niger. Au Niger, mon cher, on a vécu ensemble au Niger. Et je vais voir le fils de qui va oser prétendre que moi, au Niger, il m'a fait peur une fois. Il n'a qu'à sortir. J'ai dit, il n'a qu'à sortir le dire en face de moi, si c'est un homme. Donc les idées sont là, c'est du cinéma. Retour à présent sur l'ambiance dans l'hémicycle ce matin. Les intervenants ont axé leurs interventions sur le vote du deuxième vice-président et sur la sécurité de l'Assemblée nationale. Je propose de suivre les débats ce matin à l'hémicycle. Et pour aller à un troisième tour, il faut au moins 2 candidats. Vous avez dit, donnez-moi les candidats. Je veux que vous précisez à qui s'adresse cette question. Puisque c'est un poste qui est réservé à un groupe parlementaire et à lui seul. Donc il faut qu'on nous précise à qui s'adresse cette question. Si tous les hommes naissent libres et égaux en droit, la question que Zakari vous posait se pose à la plénière. Et en quoi y a-t-il un droit à réserver un poste à un groupe ou à un autre? Nous sommes 113, je crois qu'au sens de droit de l'homme et du citoyen, nous sommes tous à égalité dans cette assemblée. C'est 113 députés candidats qu'il faut à tous les postes alors. C'est bien cela. Donc, venir dire à qui s'adresse cette question, c'est encore vouloir rétrécir la chose dans un coup de la bouteille et revenir à viser que l'ARN, etc., etc., etc. Le président de l'Assemblée nationale, face à la plénière, ne peut que s'adresser à la plénière. Ça va de soi. Et la preuve, c'est tous ensemble que nous sommes en train d'en discuter. L'arrêt dit que pour aller à un troisième tour, il faut nécessairement plusieurs candidatures. Voilà. Présentement, on n'en a pas, on a une et une seule candidature. Cette candidature, malheureusement, a été récusée à 2 tours. 2 fois, il n'y a pas eu 57. Ça veut dire que la majorité absolue n'est pas obtenue. C'est une décision de justice, c'est une question de bon sens, Monsieur le Président. Tout le processus, il tombe. Il tombe et on est obligé de revenir à la case départ en reprenant le scrutin et en ouvrant les candidatures. C'est cela la seule solution, Monsieur le Président. Ou, si nous voulons débloquer la situation, c'est cela. Maintenant, si nous ne voulons pas débloquer, on va rester, on va tourner en rond et le temps passe. Nous n'avons pas interprété un arrêt de la Cour constitutionnelle. La Cour elle-même ne peut pas interpréter ses propres arrêts. Ce qui n'est pas expressément dit par l'arrêt n'est qu'une supposition, une interprétation. Et moi, dans la situation délicate où je me trouve, je n'entends pas être accusé de violer l'arrêt tout simplement parce que des gens me donnent une interprétation qui n'est pas celle qui est écrite. Les grèves s'enchaînent dans le secteur de la santé après celle du syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUSAS le 6 et 7 mai. C'est le syndicat des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes Saint-Famed qui tape du poing sur la table et dépose les blouses pour exprimer son mécontentement au gouvernement. Le gouvernement qui tarde à payer les incidences financières liées aux avancements et reclassements des médecins. Ce matin, les centres de santé de la capitale étaient déserts. C'est le constat de notre reporter Nafisa Zakou sur les images de Halidou Bourema. Tout est calme dans ces différents centres de santé visités en ce jour 7 mai 2014 pour cause l'arrêt de travail observé par le syndicat des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Niger Saint-Famed
déterminé à amener les autorités de prendre en compte leurs revendications qui se résument au paiement des incidences financières liées aux avancements et reclassements des agents et la bonification des médecins spécialistes. Cet arrêt de travail de 48 heures est lié à un certain nombre de revendications, notamment deux, qui étaient la cause de la première grève du 16 et du 17 avril 2014. Le premier point, c'est le paiement des arriérés liés, des arriérés des incidences, en fait, liés aux avancements et au reclassement. Le deuxième point, c'est le règlement du problème de la bonification des médecins spécialistes. Seules les urgences sont prises en charge au niveau de l'hôpital. Ça veut dire que toutes les autres activités telles que les consultations et les visites médicales sont suspendues, en tout cas durant toute la durée de la grève. Nous constatons avec satisfaction que la grève a été largement suivie. Nous avons fait le tour actuellement dans tous les services à l'intérieur de l'hôpital national. Tous nos collègues médecins ont suivi la grève et nous les adressons toutes nos félicitations et qu'ils sachent que seule la lutte paye et que vraiment je pense que toutes les conséquences y afférentes à cet arrêt de travail et le seul et unique responsable c'est le gouvernement qui n'a pas dédaigné engager des négociations franches et sincères avec le syndicat. Ce débrayage de 48 heures dans le secteur de la santé qui coïncide avec celui du SUSAS n'est pas sans conséquence sur la vie des malades. Docteur ira igadu arsilamiyan kan yan bakan wodin te bakar boraise. On trouve quelques médecins qui s'occupent des malades, mais avec tout ça, d'autres malades souffrent. Je lance un appel au gouvernement pour qu'il solutionne les problèmes de ces médecins, car cette grève a des conséquences graves sur nous, les pauvres. Le Saint-Famed appelle le gouvernement à un dialogue constructif afin de trouver des solutions idoines sur leurs revendications. Restons dans le domaine de la santé et c'est pour parler de la cécité qui est un état pathologique causé par de nombreuses maladies oculaires. Il est impératif de prévenir la cécité car la vue c'est la vie, dit-on. N'est-ce pas, Areta Sala? La cécité est l'absence complète de vision d'un ou des deux yeux. Elle n'est pas une maladie mais un état pathologique causé par de nombreuses maladies oculaires comme la cataracte, le glaucome, le trachome et autres traumatismes oculaires. On peut la prévenir en formant des médecins en quantité et en qualité et en dotant les services ophtalmologiques en infrastructure. Pour prévenir, il faut d'abord faire la formation, il faut former le personnel en quantité et en qualité. Parce que s'il n'y a pas le personnel en qualité et en quantité, donc pour prévenir les causes de cécité, souvent, c'est pas facile. Parce que tu peux avoir un seul ophtalmo pour toute une région ou quelque chose comme ça. C'est insuffisant par rapport au ratio de l'OMS. Donc, ou un technicien supérieur, donc pour un seul district ou quelque chose comme ça. Bon, donc c'est d'abord la formation que l'OMS recommande. Il faut former les médecins, les infirmiers spécialistes en quantité et en qualité. Donc ça, c'est vraiment ça. Et aussi les infrastructures. Donc vraiment, il faut doter les services, c'est-à-dire vraiment créer jusqu'au niveau secondaire, c'est-à-dire au moins jusqu'au district, créer vraiment des centres ophtalmologiques et les équiper. Donc ça aussi, ça fait partir vraiment de la lutte. Et aussi, ensuite maintenant, ravitailler le personnel en médicaments. Donc tout ça, ça fait partir, selon l'OMS, et la prévention de la cause de cécité. Docteur Moussa Yakouba appelle à la population qu'en cas de problème de vue de se rendre dans un centre de santé pour une prise en charge à temps. Quand tu as une affection que tu remarques, il ne faut pas traîner. Donc la personne doit essayer effectivement de venir en poste. Il ne faut pas attendre seulement quand on dit qu'il y a une campagne seulement que tu vas venir. Or souvent la cécité, bon, comme on le dit, donc ça peut être une cécité totale parce que quand
ça devient total, donc il est irréversible. On ne peut plus récupérer la vision. Or, quand tu viens très tôt, tu seras traité et pris en charge très tôt. Parce que ce que je disais, il y a certaines maladies qui n'ont pas de signes annonciateurs, il y a d'autres qui en ont. Par exemple, la cataracte, dès que tu commences à avoir une baisse d'acuité visuelle, donc tu sais que ce n'est pas ta vision antérieure. Donc tu es obligé vraiment de venir en consultation pour te prendre très tôt, le plus tôt possible. C'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous.